BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Arnaud Le Gall. Bienvenue dans Entreprise et Capital, la deuxième partie de notre émission, vous le savez, consacrée au private equity français et la façon dont le capital investissement français accompagne la croissance des entrepreneurs. Il prend des risques à leur côté, on va voir comment ils fonctionnent, comment fonctionnent ces couples, ce qui marche bien, ce qui marche parfois moins bien. Et puis bien sûr, on démarre par des news de la semaine parce qu'il se passe beaucoup de choses sur ce marché. Place aux news. BFM Business, l'entreprise BFM. Entreprise et capital. Et les news, c'est avec vous, Thibaut Jouzier. Chaque semaine, vous allez regarder ce qui se passe d'intéressant sur ce marché. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Alors cette semaine, on va être très dans la tech. Yes. Et on va commencer avec deux Français qui ont décidé, il y a 5 ans, de créer Algolia, pas forcément très connu du grand public. Et ils viennent de lever près de 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. Ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont repéré quand même. Exactement. Et ils ont créé ça donc, du coup, à San Francisco. Aujourd'hui, la majorité des salariés est à Paris. Et en fait, ce qu'ils proposent comme solution, c'est un moteur de recherche directement sur les sites. Parmi leurs clients, par exemple, LVMH. Et donc, c'est eux qui ont fait le moteur de recherche sur LVMH, plus précis et beaucoup plus intuitif que, par exemple, sur Google. Alors, côté chiffre, ça donne quoi ? Eh bien, ça donne plus de 3000 clients, 3000 clients en modèle payant. Parmi eux, donc, on le disait, LVMH. Ils ont aussi Periscope et même le site du président de la République Emmanuel Macron En Marche, c'est eux qui s'occupent du moteur de recherche sur le site. Ils affichent une croissance de 127%, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus sur le chiffre d'affaires. On fait des choses, j'imagine, avec 50 millions d'euros. Quels sont les objectifs de cette levée de fonds ? Alors, un peu développer l'internationalisation, la poursuivre, aller vers Londres, Singapour, Sydney. Ils ont de grandes ambitions, puisqu'un des fondateurs disait que pour l'instant, ils n'ont pu toucher que 1% de leur marché potentiel. Alors, on va rester dans la tech avec une levée de fonds d'envergure de 7 millions d'euros pour Stratum. Et oui, eux, ils sont spécialisés dans la blockchain. Ouais. Donc, on voit que maintenant, ça y est, les investisseurs commencent un peu à comprendre à quoi ça sert. Exactement. Rapidement, on peut dire Ils ont raison, du reste, de s'y intéresser. On peut dire que la blockchain, c'est une base de données sans organe central qui permet de mieux sécuriser les transactions et de garder un historique. Donc, il faut bien comprendre que Stratum va pouvoir intervenir sur toutes les problématiques où il y a des échanges de données. Alors j'imagine qu'ils ont déjà testé avec des clients pour voir si ça fonctionne. Quels sont les premiers clients de Stratum en fait ? Alors ils ont Bouygues Immobilier qui travaille avec eux, Thales, mais aussi le Nasdaq, la bourse de la tech. L'objectif maintenant, c'est de doubler les effectifs, passer à 30 personnes et d'aller, c'est pas très original, mais bon, vers le marché américain, aller conquérir ce marché. Sur lequel apparemment on fait quand même de belles performances. Exactement. Alors on va terminer ensemble avec un sujet très sensible qui sont pour les entreprises la protection, le piratage des données et plus précisément les fuites informatiques. Et oui, et c'est Siebel Angel qui vient de lever 3 millions d'euros. Ils s'occupent de deux parties. Pendant une partie, ils vont scanner le dark web, les fonds de l'Internet, pour voir s'il n'y a pas eu de fuite, s'il n'y a pas eu de vente de documents sensibles des entreprises. Et ils vont aussi s'occuper de scanner les objets connectés, qui, on le sait un peu moins, mais sont un peu chaque objet connecté est un cheval de Troie, en fait, par lequel on peut entrer. Et donc, c'est très sensible aujourd'hui. L'objectif de Siebel ou Siebel Angel, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, il y a un Y avec cette levée de fonds. C'est de viser les marchés américains, asiatiques, se concentrer sur les grosses entreprises européennes. Pour l'instant, la start-up, elle a dépassé le 1 million d'euros de revenus, mais elle compte bien doubler ce chiffre pour l'exercice 2017. Plein de pépites qu'on accueillera peut-être ici. C'est une remarquable entreprise en particulier. Ouais, vous la connaissez. Ouais. Merci beaucoup Thibaut Jouzier. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos du private equity. BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Notre couple d'investisseurs cette semaine, c'est quelqu'un, vous allez voir, qui a déjà pas mal changé nos vies. On va voir comment. Il s'agit en fait de Jean-David Blanc, le cofondateur de Molotov.fr, accompagné de son investisseur qui presque un habitué maintenant de cette émission, Benoît Grossman, le managing partner d'Idinvest. Arnaud, présentez-nous l'un et l'autre. Effectivement, notre binôme de la semaine est donc composé côté entrepreneur du CEO de Molotov. Alors une appli, on peut le dire, qui bouleverse la manière de consommer de la télévision. Pour celles et ceux qui ne s'y sont pas encore convertis, plus de chaînes stricto sensu. C'est comme sur votre service de SVOD, si vous me permettez ce raccourci. Les programmes vous sont présentés, vous pouvez les rechercher par type, genre ou par star ou présentateur. Alors c'est un service disruptif pour le moins, derrière lequel il y a un trio infernal composé donc de vous, Jean-David Blanc, auparavant à l'origine de l'aventure Allociné, c'est ce à quoi faisait allusion notre ami Philippe tout à l'heure. On trouve également à vos côtés Pierre Lescure, président du Festival de Cannes aujourd'hui, mais avant bien sûr fondateur
fondateur et dirigeant emblématique de Canal+. Et puis Jean-Marc Denoy, l'ancien directeur de la stratégie et de l'innovation chez TF1. Donc il y a un joli track record derrière ces trois personnalités. Molotov a été nommé application de l'année 2016, je crois, aussi bien par Apple que par Google. Une année 2016 qui s'est bien terminée pour vous avec une levée de fonds de 22 millions d'euros. Et donc votre investisseur, c'est une figure illustre du capital innovation et du capital croissance en France et en Europe. Benoît Grossman est donc le DG d'Idinvest, dont les montants gérés représentent la bagatelle de 8 milliards d'euros, avec une forte présence dans les secteurs du numérique. On voit là un nouvel exemple avec Molotov, ou encore de la santé, ou encore des smart cities. Merci Arnaud. On démarre avec vous, Jean-David. Qu'est-ce qui vous a donné envie de réentreprendre ? Avant même de parler de Molotov et du produit et du concept. Alors, c'est vrai qu'après avoir fait Allociné et l'aventure que ça a été et qui existe toujours, bien sûr, j'ai passé beaucoup de temps à investir en fait. Et c'est à cette occasion qu'on s'est connus avec Benoît. Ouais. Le premier investissement que j'ai fait au sortir d'Allociné, c'était une société qui démarrait tout juste, qui s'appelait Mythique. Et c'est à cette occasion-là qu'on s'est connus. Bonne pioche. D'abord avec Marc, un peu de flair. Et puis 2 ans plus tard avec Benoît qui est rentré un peu plus tard. Donc j'ai passé quelques années à faire ça. Plusieurs années, oui. Et avec des succès et des échecs. Avec plutôt des succès, je devrais dire. Plutôt des succès. Alors après, c'est toujours très variable. On peut gagner énormément sur une opération et très peu sur d'autres. Mais et puis quand j'investis, je le fais plutôt par coup de cœur pour l'équipe fondatrice et le projet. Et puis en vous impliquant beaucoup au quotidien dans vos investissements. Par période, oui, ça dépend quand l'entrepreneur en a besoin, oui, absolument. Bien sûr. Sur le produit, sur la stratégie, sur les contacts. Enfin. Et à quel moment vous rebasculez vers l'entrepreneuriat pur et dur ? Quand je tombe amoureux. Quand je tombe amoureux d'une idée, d'un projet. Vous savez, quand on entreprend, c'est comme si on faisait un enfant. Ouais, et quand on fait un enfant, on ne fait pas pour... on le fait pour s'en occuper, pour le faire grandir, pour le voir grandir dans les bons moments comme dans les mauvais, dans les difficultés, les nuits, le jour, etc. Et pour le faire, faut être très très amoureux de son enfant. Faut avoir envie tous les jours de passer du temps avec lui, d'y consacrer toute son énergie, d'arrêter certaines choses qu'on fait à côté. Donc. Cette idée est venue de vous ou elle vous a été présentée par Non, elle est venue de moi. C'est vous. Elle est venue de moi un peu comme sur le même démarche qu'Allociné. Allociné, j'avais besoin des horaires de cinéma vite et rapidement, j'adorais aller au cinéma. Et là, besoin non satisfait comme d'habitude. Voilà. Exactement. Et là, l'idée, c'est qu'un jour, je zappais dans la télé et je trouvais qu'il n'y avait rien à regarder. Et en fait, vous passiez plus de temps à chercher votre programme qu'à le regarder. Exactement. Alors qu'il y a 350 chaînes et on ne sait plus comment filer. C'est justement parce qu'il y a 350 chaînes qu'on ne sait plus quoi regarder. Bien sûr. On passe son temps à zapper. Bon. Et je me suis dit, cette industrie, quand même, la même réflexion que je m'étais faite pour le cinéma. Cette industrie n'a pas organisé aujourd'hui de manière moderne la façon dont on présente sa richesse, parce qu'elle est vraiment considérablement... Absolument. Il y a énormément de choses fantastiques à voir à la télévision. Et c'est de là que l'idée m'est venue. C'est d'essayer de réimaginer l'interface, la distribution, la partie distribution de la télévision. Pour ceux de nos auditeurs ou spectateurs qui n'utilisent pas encore Molotov, en un mot, quel changement majeur provoque Molotov dans la consommation de sa télévision ou de ses programmes ? Déjà, Big data appliqué à multi-device Non, c'est d'abord, la télévision aujourd'hui est concentrée dans une box qui est sous la télé. Que les jeunes ne regardent plus ? Que les jeunes ne regardent plus ou moins. L'idée, c'est que la notion de box, pour nous, disparaît et qu'on rentre dans une notion de plateforme, comme Spotify, comme Netflix, comme vos emails. On accède à une plateforme avec son propre écran. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et on y retrouve tout son environnement. Ensuite, dans l'interface, la multiplicité des chaînes fait qu'on zappe dans les chaînes par couches successives de 1, 2, 3, 4, 5. Ça, on le rend complètement différent et plus simple. Par thématique, par aspiration, par affinité. Et toujours par chaîne, mais de manière très visuelle. Oui. C'est-à-dire, c'est un guide télé dans la télé, vous voyez ? Et on trouve très vite des choses qui nous intéressent. Avant de donner la parole à Benoît pour qu'il raconte comment il s'est glissé dans cette affaire-là, est-ce que ce concept, vous l'avez inventé ou c'était, pardonnez-moi... Inventé complètement. Ouais. C'est pas une copie d'un modèle américain que vous avez vu ? Non, pas du tout. C'est plutôt l'inverse qui se passe. Ils sont en train de regarder. Ouais. Ils sont en train de regarder. Donc ça a démarré quand ? Pardon, Arnaud. Oui, parce qu'effectivement, ce problème de l'expérience avec la multiplication des chaînes, elle se retrouve, le marché mondial. Alors ça, et puis surtout le fait qu'en parallèle, les gens ont commencé à s'habituer à consommer des produits de
culture et d'information de manière différente. Et sur mesure. Et sur mesure, c'est pas pour rien qu'il y a iTunes, puis Spotify, puis Netflix qui existe. Il fallait donner un coup de jeune à l'interface d'accès à la télévision, et c'est ce qu'on fait dans le respect de l'écosystème de l'audiovisuel qui est très complexe. Avec une ambition française ou mondiale? Parce qu'on voit bien que des plateformes comme Amazon Vidéo, Netflix, aujourd'hui l'ambition est mondiale. Alors Benoît, comment vous étiez déjà donc copain d'investissement? Oui, on était co-investisseurs heureux, voilà, donc quand on est co-investisseurs heureux, on se sépare toujours bons amis. Non, je rigole. Ça aide, oui. Voilà. Et avant de financer, donc on a investi dans Molotov, c'était il y a à peu près 3 ans. C'était vraiment la création de la société, c'était vraiment ce qu'on appelle une PowerPoint company. Hein. Donc c'était une idée, hein, il y avait strictement rien. Oui. Il y avait une idée avec un début d'équipe, avec les 2 associés de Jean-David, hein, Jean-Marc Desnoël et Pierre Lescure. Donc je connaissais un peu Jean-David d'une vie antérieure, et puis son projet nous a séduits. Il avait eu un autre projet un petit peu équivalent 1 ou 2 ans auparavant, donc c'est pas un sujet qui lui est arrivé du jour au lendemain, il n'a pas réfléchi du jour au lendemain, donc on avait un certain historique. Donc quand il a décidé de créer Molotov, qui d'ailleurs était un nom de code au début Molotov, et en fait on l'a trouvé beau, donc on l'a gardé. C'est exactement ça. Je me suis posé la question d'ailleurs par moi, mais comment est-il venu? Il était disponible en plus, j'imagine, sur des points .fr et des .com ou vous l'avez racheté après? Il est en point TV en fait. Il est en point TV, d'accord. Écoutez, c'était comme le dit Benoît, c'était vraiment un nom de code, donc on n'est absolument pas le garder. C'est venu comme ça parce qu'on cherchait un nom. Il y avait TV, cocktail. Cocktail de programme, cocktail Molotov. Et surtout un nom qui voulait rien dire. Je me demandais si c'était générationnel et le passé de Pierre Lescure. Ouais, un peu de 68 ans, ouais, il y avait un peu de ça aussi. Oui, c'est ça. Et donc quand on investit, donc il y avait les trois cofondateurs, une idée, et c'était vraiment une PowerPoint compagnie. Donc voilà, et on a l'idée, ce qu'on appelle le premier tour, le tour de seed. Hein, on a levé, je crois, à peu près 9 millions d'euros, donc 6 pour nous. À plusieurs 3, ou bien Idinvest a mis 6, c'est ça? 6 pour nous et 3 parmi les business angels qui sont toujours au capital de la société. Donc on s'est lancé dans l'aventure, et quand on se lance dans une aventure, c'est toujours, il y a des hauts et des bas. Et ce que Jean-David et Pierre et Jean-Marc ont réussi à faire est plutôt remarquable. Donc ça s'est concrétisé par une seconde levée de fonds il y a 1 an, d'à peu près une vingtaine de millions d'euros, avec un lancement du service en juillet dernier, qui a montré des chiffres d'usage et tout qui sont plutôt très très satisfaisants. Donc voilà, on est parce que c'était un vrai pari. On est à l'aube d'une ère nouvelle. Pour l'instant, le produit est uniquement, je peux avoir la question d'internationalisation, mais il existe dans le monde entier ou il est uniquement... C'est que France aujourd'hui. France pour le moment. France, oui, parce que vous savez, les chaînes sont locales. Bien sûr, je sais bien. Et c'est des accords par pays. Très complexe, ouais. Et Jean-David, je vous disais un peu hors antenne que je me suis abonné dès le premier jour, mais pour l'instant, je suis malheureusement pas un bon client, je suis gratuit. Donc, qu'est-ce qui va faire que je vais devenir payant chez vous? Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas commencé à travailler sur la transformation. Ça existe pour autant, on peut aller, mais il faut aller chercher dans les options. En fait, notre principale préoccupation, c'est la croissance et le fait que les gens arrivent sur le produit et reviennent. Et on a des chiffres absolument sidérant sur ce qu'on appelle la rétention et l'engagement des utilisateurs, ce qui pour nous est une source de satisfaction. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est travailler la transformation, c'est-à-dire la... Parce que lui, il veut un business model qui va lui permettre de sortir dans des bonnes conditions, Benoît. Mais comme tout le monde, l'idée aujourd'hui, on a à peu près, je crois, 1,5 million d'utilisateurs sur Molotov, c'est d'en avoir plusieurs millions. Le jour où on a plusieurs millions, vous savez, c'est un peu comme mythique, au début tout le monde était gratuit. Après, quand on a un pipe de 5 à 10 millions d'abonnés gratuits, on baisse les fonctionnalités gratuites et puis on fait payer les gens. Et dans 6 mois, on vous fera payer, c'est-à-dire que pour avoir le service que vous avez aujourd'hui, on vous demandera. Sauf que je serai addict et que je ne pourrais pas m'en passer. Exactement. Tout le monde ne passera pas au payant, mais il y en a un certain nombre qui passeront et on fera en sorte, on ne vous oubliera pas. Je n'entendais pas moins de vous. Un mot pour l'un et l'autre du reste sur tout le travail de Romain que vous avez fait pour convaincre l'écosystème. Je reprends le terme de Jean-David tout à l'heure. Parce que moi, quand on m'a fait le pitch de Molotov, je me dis mais comment est-ce qu'ils vont réussir à convaincre justement les groupes de télévision qui sont tous obsédés par leur propre délinéarisation de monter dans ce frêle esquif là qu'était Molotov. Alors comment est-ce que vous avez réussi ça? Je crois qu'il y a une conjonction de plusieurs facteurs. D'abord parce que les patrons de chaînes ont compris il y a quelques années que la télévision, comme vous le disiez tout à l'heure, telle qu'elle était proposée jusqu'à maintenant, est en baisse considérable, en particulier sur les générations les plus connectées. Ensuite, elles ont expérimenté le fait de développer, et même pas qu'expérimenter, elles ont carrément développé leurs propres applications de ce qu'on appelle de l'autodistribution, c'est-à-dire l'application de BFM, de TF1, d'M6, etc., etc. Et puis elles se sont rendues compte que l'utilisateur a besoin finalement de se retrouver dans une app, pas 50 ou 60 ou 350 apps, mais une application, un tuner par défaut, si je puis dire, sur son appareil, pour retrouver l'environnement de télévision. Et quand on est allé les voir, on leur a expliqué que notre vision était l'équivalent d'une vision qu'elles connaissaient déjà avec les câbles opérateurs, c'est-à-dire un business model de type câble opérateur.
c'était pas des modèles qui allaient se confronter, mais au contraire des modèles qui allaient se compléter et être vertueux pour les chaînes. Dernière question, Jean-David Blanc, parce qu'il nous reste 30 secondes. Est-ce que votre ambition internationale peut se heurter à la difficulté de convaincre des chaînes dans le monde entier et que d'autres, du coup, le fassent avant vous? Parce que j'imagine que vous avez un peu de boulot sur le marché français, s'il faut aller convaincre des chaînes américaines ou d'autres pays d'Angleterre ou d'autres pays du monde, j'imagine. On pourra faire les deux en même temps, l'internationalisation et le développement de la France? Comme ça prend énormément de temps, on l'a déjà anticipé et on sera l'année prochaine prêt à ouvrir plusieurs pays en même temps. Donc D'accord. On a déjà pris les devants. Avec le nom de Molotov? Avec le nom de Molotov, oui. Il y aura de la bombe française partout. C'est une marque potentiellement mondiale. Hein. C'est aussi ça qui est parce que c'est rigolo. Il y a des Russes qui sont venus nous voir, qui sont très, très intéressés par Molotov. C'était pas dans nos plans, dans nos cibles initiales. Vu la place du mobile dans la société russe, on peut les comprendre. Et donc, ils sont venus nous voir extrêmement intéressés par le produit et technologie. Puis ils ont rigolé sur le nom Molotov, mais en fait, ils aiment bien aussi. Ça va le faire quand même. Merci Jean-David Blanc. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Molotov.fr et Benoît Grossman, vous êtes le managing partner d'Idinvest. Je suis sûr qu'on vous reverra avec d'autres investisseurs, avec d'autres entrepreneurs, pardon. BFM Business, l'entreprise BFM. Mon parcours d'investisseur. Chaque semaine, un nouveau parcours d'investisseur et on a le plaisir cette semaine de vous faire découvrir celui de Pierre Jourdain, le président du directoire d'Azulis Capital, Arnaud. Alors Azulis, c'est un fonds de capital développement et de capital transmission également, dont les montants gérés s'élèvent à 450 millions d'euros. Enfin, je parle toujours sous votre contrôle parce que les choses bougent beaucoup dans cet univers, avec comme secteur d'activité de prédilection l'agroalimentaire, la distribution, la santé, l'industrie et les services aux entreprises également. L'agroalimentaire, je fais juste un coup de zoom dessus parce que c'est un secteur que vous connaissez particulièrement bien, puisque vous êtes passé dans une autre vie, je crois, par le ministère de l'Agriculture, avant de rejoindre l'univers financier via Banexi, et vous êtes l'un des piliers d'Azulis depuis 2000, cher Pierre. Merci. Bonjour, Pierre Jourdain. Comment est né Azulis? Depuis combien de temps existe ce fonds et quelle est son histoire? Alors l'histoire d'Azulis, elle commence dans les années, on va dire, avant les années 60. Hein, donc très en amont. Banexi, c'était un des pionniers en fait du capital investissement, oui, bien sûr. Investissement minoritaire. Ouais. Et prochainement, c'était une entité qui faisait partie du groupe BNP Paribas. Et puis plusieurs associés, je dirais, se sont groupés dans cette entité. Comme le rappelait Arnaud, on a travaillé sur 4 secteurs, 4 métiers différents. Oui. On s'est groupés, progressivement, on était tous passionnés de ce secteur de la création d'entreprises, du développement des entreprises, de l'accompagnement. Et donc, nous avons progressivement pris notre autonomie. Donc, il y a une quinzaine d'années, on a commencé à sortir, effectivement, prendre de cette autonomie et créer ce projet Azulis, qui regroupe aujourd'hui 12 personnes. Qui veut dire quelque chose, Azulis, ou pas? C'est un joli nom. Est-ce que ça voulait dire... Initialement, oui, on devait changer de nom, Banexi. On aimait bien la pile Azulis, le bleu ou autre. Et puis ensuite, il faut trouver effectivement un nom qui soit disponible. Et on a beaucoup aimé ce nom et on s'y est vraiment habitué. Juste une question parce qu'il y a une surprise. Comment est-ce qu'on prend sa liberté par rapport à un fonds d'avant en fait? Vous dites on a pris notre liberté. Oui. Elle a un coût cette liberté, j'imagine. Comment est-ce que techniquement ça fonctionne? Techniquement, en fait, nous avons racheté 51% du capital à la BNP à l'époque. D'accord. Et progressivement, et ensuite nous avons racheté... On trouve des investisseurs pour racheter cela? Non, c'est nous-mêmes, c'est l'équipe, c'est les associés en fait. D'accord. On était 7 associés fondateurs à l'époque. D'accord. Et donc nous avons racheté effectivement ces sommes. Aujourd'hui, on a associé d'autres membres de l'équipe effectivement à ce projet. D'accord. C'est un projet d'autonomie. Ça correspondait, si vous voulez, aussi à un désir des banques. Je vous ai dit qu'initialement, c'est les banques qui ont un peu créé cet environnement au départ. Elles ont souhaité ensuite se concentrer sur leur métier. Et donc, beaucoup d'équipes ont pris leur indépendance comme la nôtre. Mais c'est intéressant parce que, Arnaud, je pose cette question parce que c'est bien la preuve aussi que c'est un métier d'entrepreneur. C'est bien sûr, et c'est justement ce sur quoi je voulais rebondir parce qu'on voit bien que derrière, dans un univers, on une caricature souvent comme un univers de chiffres un peu froid. Là, au départ, il y a une expertise, mais c'est aussi une passion. Chacun d'entre vous est véritablement un mordu de son secteur d'expertise. Racontez-nous justement comment est-ce qu'on réussit à conjuguer la rationalité économique et financière avec quelque chose qui est un peu plus tripal, si vous me permettez ça. Vous le disiez au début, moi, je suis très agroalimentaire, par exemple. Moi, depuis tout petit, en fait, je m'intéresse aux sciences de la vie. Je suis ingénieur agronome, ingénieur des eaux et forêts. Donc, et vraiment, c'était ces parcours d'entreprise d'agroalimentaire qui m'intéressaient. Ensuite, quand je suis parti faire ma COP aux États-Unis, j'ai aidé plusieurs chefs d'entreprise à défricher de nouveaux marchés dans l'agro. C'était de la moutarde, c'était des vinaigres, c'était des biscuits. Et vraiment, tout l'intérêt de ce métier-là, c'est d'accompagner effectivement des parcours d'entrepreneurs, d'équipes. Et revenant en France, j'ai fait ça. J'ai des collègues, Christine Mariette, par exemple, qui est spécialiste de la santé. Elle accompagne
des projets dans les maisons de retraite, des projets dans les cliniques, des dispositifs médicaux. Yann Collignon, c'est le retail. Vous avez interrogé Joël Tout-le-Monde tout à l'heure. J'ai discuté un petit peu avec lui. Effectivement, ces métiers-là... Typiquement, votre cible, ça peut être une cible de votre fonds. Oui, elle commence à être un petit peu élevée, mais ça aurait pu être... Quelles sont les cibles, justement, les cibles d'Azulis Capital, en fait? En termes de taille, les secteurs, on les a vus, mais en termes de taille, en termes de taille, on démarre à 20 millions de chiffre d'affaires. C'est entre 20 et 120 millions de chiffre d'affaires et de valeur d'emprise, en gros. Et vos tickets commencent à combien? Nos tickets commencent à 8-10 millions d'euros. 10 millions. Oui, on commence à 8 millions, on va jusqu'à 20 millions d'euros en premier investissement. On est de plus en plus, on a beaucoup un écosystème, je dirais, de partenaires, que ce soit des partenaires historiques, que ce soit également nos LP, nos investisseurs qui souhaitent co-investir à nos côtés. Donc on peut, sur un tour de table, on peut réunir facilement 30-35 millions d'euros, vous voyez, avec des fonds amis, en fait. On peut donner un exemple de vos 2-3 succès. Et notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, parce que souvent, là, on se couvre la tête de sang. On va vous éviter les fleurs. On va vous éviter quelques raisons d'espérer dans ce secteur. Possible. Dans le secteur de l'agro, alors c'est ma petite passion à moi. Effectivement, on a accompagné un chef d'entreprise qui s'appelait Éric Terré. C'était une petite entreprise en Bretagne qui s'appelait Saveur, que je connaissais depuis une dizaine d'années. Et Saveur, effectivement, faisait des ingrédients pour l'agroalimentaire, pour les plats cuisinés. Son objectif à lui, c'était en Bretagne. Il avait commencé déjà des premiers développements en Belgique, c'était d'aller conquérir le monde. Et on s'est dit, effectivement, on connaissait pas mal cet environnement, on savait que c'était... Je vois le sourire, l'œil breton d'Arnaud. Bien sûr, je le connais, mais allez-y, racontez. Son œil, c'est clair, c'est qu'il y a un truc avec la Bretagne. C'est toujours un peu comme ça avec Arnaud. Et donc, de Bréal, en fait, on a démarré autre. Et on a vu, effectivement, des projets d'entreprise, des entités qu'on pouvait reprendre sur l'Europe du Nord, notamment, au Danemark, en Suède ou autre. Sur l'Allemagne, c'est un peu plus compliqué, parce que des entreprises qui sont très, très familiales. Mais vous voyez, sur 5 ans, on a doublé la taille de l'entreprise. On est passé de 60 millions à 120. On a identifié une très très grosse cible aux Pays-Bas. C'était un peu gros pour nous. Et donc là, on a passé le relais à un autre fonds, IKEA en l'occurrence. D'ailleurs, j'ai un de mes collègues qui a l'habitude de dire que nous sommes finalement l'école primaire des entreprises. On les aide à faire ce premier parcours, de passer de 20, 30, 50 millions à un doublement de taille. Ensuite, vous avez d'autres fonds à mobiliser, et on passe à l'université. Et là, vous avez d'autres catégories d'entrepreneurs et de fonds qui peuvent aider effectivement l'entreprise à se développer. Vous voyez, cette entreprise, initialement Saveur, qui s'appelle Solina aujourd'hui, elle est passée à 120 millions, puis à 250. Aujourd'hui, chez Ardian, elle est à près de 500 millions d'euros. Donc effectivement, c'est les parcours vraiment qu'on adore. Pardon, une dernière question, mais il nous reste 20 secondes. Non, mais c'était justement pour souligner cette dimension. En fin de compte, c'était un formidable vivier de TI sur lequel vous travaillez. Ouais. Et une dernière question de ma part à ce moment-là, en 10 secondes. L'école primaire, elle dure combien de temps en général? C'est-à-dire que vous accompagnez, en général, vous avez vocation à rester combien de temps au capital de ces entreprises? L'école primaire, elle dure de 5 à 7 ans, en fait. D'accord. Ce que je voulais signaler également, c'est qu'on a une valence... entreprise sociale responsable qui est très très affirmée, qui est un de nos marqueurs chez nous. On accompagne l'ADI, l'association de Marinovac, depuis 10 ans. Et puis, nous-mêmes, effectivement, on s'applique effectivement nos principes d'investisseurs responsables, ce qui est d'actualité en ce moment avec toutes les préoccupations climatiques. Merci beaucoup, Pierre Jourdain. Je rappelle que vous êtes le président du directoire d'Azulis Capital. BFM Business, l'entreprise BFM. Le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est bien sûr tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le private equity sans jamais oser le demander. On s'en occupe chaque semaine, avec chaque semaine un thème différent, Arnaud. Et on reçoit Marc Fournier, le directeur du master spécialisé Innover et Entreprendre à ESCP Europe. Bonjour. Bonjour. Alors Marc, vous qui enseignez l'art d'entreprendre et de grandir, en fin de compte, votre conseil, celui que vous voulez partager avec nous aujourd'hui, est frappé au coin du bon sens, mais d'une manière un peu provocatrice. On pourrait le résumer par, avant de vous demander comment trouver le bon investisseur, commencez par vous assurer que vous avez vraiment besoin de cet argent. Alors là, on a besoin que vous nous expliquiez un peu. C'est une vraie question, ça. N'est-ce pas? Voilà. C'est une vraie question. Aux fondamentaux. Pourrais-je faire différemment? Pourrais-je faire différemment? Je pense qu'effectivement, on voit de plus en plus d'entrepreneurs qui viennent lever de l'argent pour lever de l'argent. C'est-à-dire que c'est presque devenu une mode. C'est presque devenu... Si on ne lève pas, on n'existe pas, quoi. Si on ne lève pas, on n'existe pas. Ça fait partie... Mon concurrent a levé, donc moi, je dois lever aussi. Il y a une course vers l'argent, il y a une course vers les valorisations. Et en fait, souvent, quand on s'assoit avec ces entrepreneurs, on leur pose la question, mais pourquoi tu veux lever de l'argent? À quoi ça va te servir? Et souvent, ils prennent le problème à l'envers. Et donc, toute cette discussion autour de la levée de fonds, il faut partir sur à quoi ça me sert? Est-ce que ça va me permettre de passer du point B au point C? Et quand vous êtes véritablement dans cette discussion-là avec eux, vous vous rendez compte, eux se rendent compte d'eux-mêmes
que finalement la croissance organique, qui prend peut-être un peu plus de temps, est le meilleur chemin. Qu'est-ce qui les pousse à ce moment-là? Juste un effet de mode, ou bien ils n'ont pas une vision suffisante de leur stratégie dans le temps? Quelles seraient les faiblesses à surmonter, justement, pour ne pas faire d'erreur à ce moment-là? Celui qui gagne aujourd'hui, c'est celui qui court le plus vite. Et donc on se dit... C'est pour ça qu'il les pousse à vouloir grandir. Exactement. Et le problème, c'est que l'argent ne rend jamais intelligent. Donc non, mais quand on n'en a plus, l'imagination reprend le pouvoir. Et l'idée derrière, c'est justement de pouvoir être sûr d'avoir, dans le mode start-up, je ne suis pas dans le mode d'une société qui est déjà développée et qui est normée, qui a du chiffre d'affaires. Je suis dans le cadre d'une société qui est en mode PowerPoint, qui est en train de se développer et pour lequel les entrepreneurs, qui souvent sont des gens très intelligents, ont compris leur business ici, mais ne l'ont pas compris intrinsèquement au niveau du ressenti. Ça veut dire quoi, ça, pardonnez-moi, pour ce ressenti ne peut pas être acheté avec de l'argent. Le ressenti, c'est de comprendre. Ils font du e-commerce dans le textile, par exemple. Est-ce qu'on a vraiment compris toute la chaîne de valeur? Est-ce qu'on a compris comment les choses s'échangent, etc. Donc, et ça, c'est vrai dans tous les secteurs d'activité. Et tant qu'on n'a pas passé cette phase véritablement de compréhension de son domaine, lever de l'argent est probablement la mauvaise chose à faire. Voilà. Donc, c'était un des conseils que j'avais mis en avant. Alors justement, pour ceux qui franchissent le cap, et puis après cette phase d'introspection, éventuellement de partie de ping-pong avec des interlocuteurs tels que vous, confirment qu'ils ont bien besoin de lever des fonds, un ou deux conseils très très opérationnels sur la bonne manière de trouver le bon investisseur? Il faut bien comprendre que les investisseurs, en fait, rentrent à la fois par secteur d'activité, mais aussi par stade de maturation des sociétés. On a un exemple de société où les tickets d'investissement sont autour d'une dizaine, voire vingtaine de millions, voire plus. Une start-up n'a peut-être pas besoin de 20 millions dès le premier jour. Certains investisseurs, si je venais vous voir en vous demandant 1 million d'euros, vous ne pourriez pas faire. C'est un investissement sur lequel ils ne sont pas calibrés pour. Donc, il est vraiment important de faire tout ce travail de recherche, soit à travers des leveurs de fonds, soit à travers les sites web, tout simplement, soit en parlant à d'autres entrepreneurs, pour bien calibrer les gens qui vont voir. Voilà. Trop souvent, les secteurs d'activité ne sont pas les bons. Et puis on arrive pratiquement au bout de cette séquence, mais nous avons une petite question rituelle. Alors une fois que l'on a franchi le pas, que le deal est conclu, est-ce que vous avez un conseil ou une mise en garde à partager avec nous sur la bonne manière dans la durée de bien travailler avec son investisseur? En 20 secondes. En 20 secondes. En 20 secondes, oui. Transparence. Transparence. Allez-y, développez. Voilà. Il faut absolument annoncer les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Et en fait, ça permet de créer des liens avec son investisseur. Et ces liens, on les retrouve tout le long du processus. Et tous les investisseurs et les entrepreneurs arrivent à trouver ce partenariat et ça marche très bien pour la suite. Merci. Transparence et intégrité. Merci Marc Fournier. Je rappelle que vous êtes le directeur du master spécialisé Innover et Entreprendre à ESCP Europe. Merci de ces conseils précieux. C'est la fin de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'entreprise BFM et Entreprise et Capital. Rediffusée, vous le savez maintenant, ce dimanche soir à 22h et mardi à 14h. Bonne fin de week-end à tous. À bientôt sur BFM Business. Ciao. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.